C'est l'histoire d'un pays resté bloqué dans une époque révolue, où plus de 500 000 personnes vivent encore au temps de l'Union soviétique. C'est la Transnistrie. Véritable capsule temporelle, la Transnistrie a gardé toute l'imagerie et l'idéologie du pays auquel elle a appartenu autrefois. De la statue de Lénine devant la mairie, que l'on appelle ici Dom Sovietov, la maison des soviets, à la statue de Lénine devant le Parlement, ou plutôt ce qu'on appelle ici le Soviet suprême. Ici, l'URSS n'a jamais cessé d'exister. La police porte encore le nom de milice. Les services de renseignement, le KGB, et les défilés militaires ne sont pas sans rappeler ceux de l'Armée rouge. En 2011, je me suis rendu dans cette république séparatiste, non reconnue par la communauté internationale. Souris pour l'image d'ambiance. État ultra-militarisé, à l'époque gouverné par un oligarque au plein pouvoir, la Transnistrie était alors la source de beaucoup de fantasmes de l'Occident. Vue comme un État mafieux au service de la Russie, la Transnistrie abriterait encore l'un des stocks de munitions laissés par l'ex-armée rouge et serait l'une des bases arrières du trafic d'armes en Europe. Au moment de l'effondrement de l'URSS, alors que plusieurs de ces républiques viennent de prendre leur indépendance, la Moldavie souhaite elle aussi sortir du giron soviétique. Historiquement roumanophone, les Moldaves plébiscitent un retour à leur langue d'origine dans ce nouvel État. Mais dans l'est du pays, dans la région de Transnistrie, la population, majoritairement russophone, ne souhaite pas faire partie d'une nation à la culture diamétralement opposée à la leur. Les deux pays prennent donc leur indépendance, chacun de leur côté. La Transnistrie demande son maintien dans l'Union soviétique, pendant que la Moldavie se rapproche de la Roumanie. Et quelques mois plus tard, en Moldavie, une partie de la population voudrait obtenir son indépendance. Depuis quelques jours, ce conflit est entré dans une phase très violente. Bombardements aériens et terrestres, les combats ont fait des centaines de morts. Une fois l'URSS définitivement enterrée, la nouvelle armée moldave tentera à plusieurs reprises de reprendre la Transnistrie dans son camp. Mais c'était sans compter les forces de la 14e armée russe, commandée par Alexandre Liebed. C'est lui-là. Postés depuis l'indépendance sur le Dniestre, le fleuve qui fait office de frontière avec la Moldavie, les milliers d'hommes de la 14e armée russe auront rapidement gain de cause. Tenir sur le fleuve Dniestre, empêcher les forces moldaves de franchir ce fleuve frontière, c'est l'objectif que se sont assignés ces miliciens russophones, coûte que coûte, au prix même d'une déstabilisation de la région. Mieux entraînés, et surtout mieux équipés, ils repousseront les Moldaves de l'autre côté du Dniestre, en récupérant au passage quelques villages sur l'autre rive. Depuis, la situation est gelée. Aujourd'hui encore, les deux camps se font face. La Moldavie revendique toujours cette région, et l'armée russe maintient ses troupes à la frontière pour parer toute éventuelle incursion moldave. Dans ce climat de micro-guerre froide, et bien qu'aucune nation au monde ne l'ait reconnue, la Transnistrie existe toujours. À la veille de la grande parade des 27 ans de la République, j'ai décidé de partir à la rencontre de quelques personnes qui peuplent l'une des dernières régions séparatistes d'Europe. Un pays qui n'existe pas et dont les habitants s'appellent les derniers soviets. Lui, c'est Roman, mon guide. Accompagné d'Alex, ils sont venus me chercher à Chisinau, la capitale moldave, pour m'aider à passer la frontière transnistrienne sans encombre et tourner dans la fausse république, en évitant les soucis avec le gouvernement, bien réel celui-là. Well, let's do it. Yeah. Roman a 23 ans. Il est né et a grandi à Tiraspol, la capitale de Transnistrie. Depuis quelques années, le gouvernement du dernier pays des soviets est plus flexible concernant l'entrée des étrangers dans le pays. Ce qui a permis au tourisme de commencer à éclore et à Roman, parfaitement anglophone, de pouvoir vivre du métier plus que rare de guide touristique en Transnistrie. How much time do we need to get to Tiraspol? Just how many? It's like 70 kilometers, so it's 1 hour. 1 hour ride. Okay. So you want to get something to eat first, yeah? Yeah, I think we just go to McDonald's now. Right. It's on the way.
It's the last McDonald's on the way to Tiraspol. Because there's no McDonald's No over there? McDonald's in Transnistria, yeah. We're healthy. We're pretty much healthy. I have McDonald's not every day. À la fin des combats en 1992, une zone démilitarisée a été mise en place autour de la frontière moldavo-transnistrienne. Véritable no man's land, elle est administrée par la Joint Control Commission, une force de paix trilatérale qui compte 1200 soldats et qui s'assure que le cessez-le-feu est respecté entre les deux parties. Même si la force de paix est plutôt homogène, les points de passage vers la Transnistrie restent contrôlés par les Russes. Et bien qu'aucun conflit armé n'ait émergé depuis la fin de la guerre, les deux camps s'affrontent psychologiquement, en organisant régulièrement des entraînements militaires des deux côtés de la frontière. Here we are. So this is Moldovan border force. It's not like a border. It's like control zone. Okay. They don't even check you. So now we're on the conflict zone? Yeah, this is kind of the conflict zone. It's a neutral site, and right now you will see the peacekeepers. It's a Russian peacekeeper. Yeah, so we cross it like this. Yeah, they're Russians. Yeah, they're Russian, but actually the majority of them and all of them, they're just Transnistrian with a Russian passport. Here we are. So this is the Transnistrian border. There's hammer and sickle, yeah, and sickle over there. everywhere. Я поговорю с ним, хорошо, если... Ну, спросите пару вопросов, ну, там, ответь на которые там по машине, а если что. Добрый день. Что-что? Сейчас вопрос. Ah, là je crois qu'ils vont nous fouiller. Да, у нас есть камера, у нас оборудование, у нас журналист. Да, откуда журналист? С Франции. Ну, у него итальянский паспорт, да. Документы. А машину чуть правее. С Италии. С Италии, да? Да. В Тирасполе он будет снимать парад, он аккредитирован. Ну, он будет аккредитацию получать. А он будет получать? Будет получать в Тирасполе, то есть ему дали добро на аккредитацию. Не знаю, у нас ничего нету. Так, ваши документы, техпаспорт. Да. Это делается дистанционно. То есть он... Не, он дистанционно, они ему дали добро. У него даже e-mail есть. Ну, нас не интересует, должна быть телефонограмма, что такой-то, такой-то должен проехать. Да? Типа так должно нет, было быть? Если у нас нет информации, значит, он не проедет никак. Где машина? Ага. Там, где машина, да. Dans la mentalité soviétique, on respecte les ordres et la hiérarchie. Mais on est surtout très méfiant envers les visiteurs, surtout lorsqu'ils viennent de l'Ouest lointain. Car pour venir filmer en Transnistrie, j'ai dû montrer patte blanche. Журналист Италии, да, он едет снимать парад, у него камера, и он подавал на аккредитацию, и они ему дали добро. Да. L'accréditation m'attendait de l'autre côté de la frontière. Et personne ici n'avait l'air d'être au courant qu'un étranger, de surcroît avec du matériel de tournage, devait passer la ligne de démarcation aujourd'hui. Alors, plutôt que de faire une erreur en laissant passer un éventuel espion, les gardes frontières nous ont invités à patienter entre deux soldats, le temps d'obtenir une information correcte. Et au bout d'une heure, c'est un coup de fil du gouvernement, rien que ça, qui a donné son feu vert pour nous laisser passer. Thank you. Do you hear me? 1, 2, 3. I will tell you. Hold on. Welcome to Transnistria. Hello. La Transnistrie, littéralement derrière le fleuve Dniestre, compte 500 000 habitants. Son nom officiel est en fait Pridnestrovskaya Moldavskaya Republiki. En français, République moldave du Dniestre. Mais par abus de langage, on l'appelle Transnistrie. Et il faut avouer que c'est quand même plus simple. Ici, on aime la Russie, et ça se voit. En plus de la langue et des drapeaux placardés un peu partout, le pays de Vladimir Poutine dispose de plusieurs bases militaires, où 9000 hommes sont prêts à défendre les intérêts du dernier pays des soviets. Car si, comme le reste du monde, le gouvernement russe ne reconnaît pas l'existence de la Transnistrie, elle la finance plus ou moins discrètement depuis sa création. 1, 2, 3. So we finally passed the border. I'm actually glad and surprised that they didn't even check the equipment. They didn't even look at it. Yeah. Like Yeah. how much cameras you have and stuff like that. So yeah, just they call. Maybe they was waiting for the call back and stuff. And yeah, I had some fears at the beginning. there is always a chance, that Yeah. like they would become an asshole. Yeah. But it's much more easier now. It's easier, much more easier than it used to be. I think the new president
maybe he has brain. Like he goes abroad and he knows that like outside world is not that scary and dangerous. Yeah. There is not only spies outside of the, like in the West and stuff like that. But did you have any problem when you crossed the border? They could, yeah, like with the ex-president, they could become an asshole. But usually it goes smooth, but with journalists, they could ask you stupid questions and stuff, and it's just psychological tricks. It's like, yeah. La Transnistrie a tous les codes d'un vrai pays. Un drapeau, une monnaie et même un passeport, qui n'a aucune valeur en dehors de la Transnistrie. La Russie et la Moldavie proposent donc à tous les citoyens transnistriens d'obtenir un vrai passeport. Libre ensuite à chacun de choisir son camp. I can show you Yeah, my sure. Transnistrian passport. But does it have any value? Can you travel with it? Only, it's like ID, I call it ID card inside of Transnistria, so it says Hammer and Sickle on it. Yeah. The first 3 pages is 3 languages, which is Russian, it's Moldovan and Cyrillic. Cyrillic. Yeah, like back in the USSR. Yeah. And Ukrainian, because we have 3 official languages in Transnistria. So it's Russian, yeah, you can ask. Moldovan, Ukrainian. Ukrainian, yeah. But Moldovan written in Cyrillic. And Cyrillic, which is kind of weird, right? Yeah, it explains, like, if some people in Transnistria, very patriotic people, they say, oh, our language is Moldovan, it's not Romanian like they speak in Moldova, which is the same languages. But it's really, like mentally, it separates 2 countries. Like it separates Transnistria and Moldova because they say, oh, Latin, it's Romanian. Yeah. And Romanian isn't Moldovan. So just it's a smart way to keep it Slavic. What's like the daily life in Transnistria? It's pretty much the same as here, as in Moldova, but it's like every country has something special, so we have something special. Like, talking about economy, we have monopoly, and monopoly is really huge. It's the oligarch monopoly, which is owned by Sheriff. It's a company name, Sheriff is a company name. Which is kind of communism, which is still kind of communism, right? I call it not communism, I call it capitalism without competition. Le shérif ici, c'est Igor Smirnov. C'est lui qui a proclamé l'indépendance du pays en 1990. Président jusqu'en 2011, Igor Smirnov est intimement lié au groupe Shérif, qui a le monopole sur tout ce qui est susceptible de rapporter de l'argent à la République fantoche. Fondé au début des années 90 et dirigé par son fils Oleg, le groupe Shérif est, entre autres à la tête, de la seule chaîne de supermarchés en Transnistrie, d'une chaîne de stations-service, mais aussi d'une agence de publicité, d'une chaîne de télévision et des seuls réseaux téléphoniques et d'accès à Internet du pays. Mais le Shérif, c'est surtout ça, le Shérif Arena. Sorti de terre au début des années 2000 et estimé à un coût de 200 millions de dollars, le Shérif Arena est doté d'un stade de 14 000 places, de 8 terrains d'entraînement et surtout du centre de formation de son club de football, le FC Sheriff Tiraspol. Ironiquement, ils évoluent dans le championnat moldave, mais le mot adéquat serait plutôt dominé, car le FC Sheriff Tiraspol a gagné 16 fois le titre de champion de Moldavie sur les 18 dernières saisons. Igor Smirnov, le petit père de la nation, est décidément de toutes les parties. It owns everything, every major business. They provide internet, but they built internet. There wasn't any internet at all in Transnistria before that. They provide television. They built the whole networking and television. That wasn't anything in Transnistria. The West called Smirnov a dictator. Maybe he was to a certain extent, but he was an absolutely benevolent dictator. And I can say that everything was better in Transnistria under Smirnov. Mais en 2011, après 20 ans à la tête du pays, il perd les élections présidentielles face à son concurrent, Evgeny Chevchuk. C'est lui, là. Ancien chef de l'opposition, puis président du Parlement, Chevchuk réussit à assouplir le code électoral transnistrien en interdisant par exemple aux médias publics de communiquer des résultats électoraux avant la fin d'une élection. Une fois élu, il tentera de normaliser les relations avec la Moldavie et de promouvoir la Transnistrie à l'international. Aspirant à un deuxième mandat, il est battu en 2016 par Vadim Krasnoselski, l'actuel président. Soutenu par Smirnov, il l'emporte avec 62% des voix. Et ce costume manche courte n'y est sûrement pas pour rien. Right now the government is pro-sheriff. We call it like that. The ex-president
he was against sheriff, but he built his own business. So it's just not other ways. It's just all powered by oligarchy. What do you mean by he built his own business? His own schemes to money launder. So they have lawsuits against the ex-president. It's really big here, and everybody, I think everybody in Moldova know that. He left to Moldova on a boat. Really? On a boat across the river. And where is he now? People don't know, actually. Yeah. So he's hiding? Yeah. Внимание, розыск. Шевчук Евгений Васильевич, 1968 года рождения. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики. Подозревается в превышении должностных полномочий, хищении государственных денег в особо крупном размере, получении взятки. В данный момент местонахождение неизвестно. Шевчук aurait détourné au total 83 millions de roubles, soit près de 4,5 millions d'euros. La veille de sa levée d'immunité par le Parlement, il s'enfuit du côté moldave. Lui dira qu'il a passé la frontière à bord d'un taxi. D'autres diront qu'il a traversé le fleuve en barque. Et comme dans tout bon film d'espionnage, le gouvernement moldave annoncera quelques jours plus tard qu'il ne livrera pas Ševčuk à la Transnistrie. Aujourd'hui encore, il coule des jours heureux, quelque part dans le pays fan de l'Eurovision, mais risque jusqu'à 12 ans de prison dans le vrai faux pays qu'il a gouverné. Sous ce bob se cache Andrei. Né de parents russes, il a toujours vécu ici à Tiraspol. Aujourd'hui âgé de 60 ans, il était à l'époque de l'URSS ingénieur dans une usine, avant de s'engager dans l'armée russe au début des tensions avec la Moldavie. Спасибо. За приднестровско-французскую дружбу. Friendship between us. Да. Friendship. Я сначала был в Приднестровской армии. Вот, ну, в ополчении, точнее. Тогда армии не было. А потом я был в российской армии. 25 years after the war, how do you consider the Republic of Moldova? Are they still your enemies? Do you consider them as enemies or neighbors or? Ты знаешь, я сам воевал, командовал взводом. Но я их ни тогда врагами не считал, ни сейчас врагами не считаю. So why taking part of the war if you weren't considering them as your enemies? Враг тот, кто в меня стреляет. А если он в меня не стреляет, какой же он мне враг? Более, ну, я так думаю, 350-360 дезертиров переплывали Днестр. Простые мальчишки, которые стрелять-то толком не умеют, понимаешь? Это, стрелять не умеют, окопы рыть не умеют. Ну, они не военные, понимаешь? Схватили мальчишку за шиворот, дали автомат, одели, иди вон воюй. Где-то под ружьем в ПМР стояло, ну, в российской армии призвали, и в это стояло где-то, ну, до 25 тысяч человек. И если бы Россия их не остановила, потому что народ был настолько злой, что захватили бы и Молдавию, и Бухарест, и защититься бы там не было кому, понимаешь? I heard that in 2006, Transnistria voted for being part of Russia. But like 10 years after, nothing happened. Why? Ну, это у России надо спрашивать. Референдумов проводилось несколько. Вот. И больше 90% всегда были за присоединение к России. Из 500 тысяч населения более 200 тысяч уже граждане России. Переведи ему, что здесь Россия, по гражданам здесь Россия. So actually this is Russia? Мы в блокаде. Мы не можем говорить, что мы Россия, потому что мы в блокаде. En plus des blocages commerciaux, les forces moldaves ne laissent entrer les citoyens russes de Transnistrie que dans de très rares cas. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, l'Ukraine fait de même, rendant toute sortie quasi impossible pour les citoyens russes de Transnistrie. Я бы сказал о том, что здесь диктатура большинства. Я бы назвал это так.
Кроме этого, я бы сказал о том, что здесь в какой-то степени это можно назвать корпорократией. В олигархии правят группа олигархов неких, да? А здесь правит одна конкретная корпорация. Поэтому я воспринимаю Приднестровье как одно из немногих государств нашей планеты, которое вступило в печальное будущее человечества. Это не значит, что все такие будут. Ну вот просто Приднестровье такое, это корпорократия. Après avoir obtenu un diplôme de sciences politiques à Kiev, Nikolai est revenu travailler en Transnistrie. Il est aujourd'hui journaliste auprès d'une association locale de Tiraspol qui vit grâce aux subventions des ONG internationales. Do you consider yourself as an opposition media? Наверное, назвать нас медиа будет чересчур громко. Да, но насчет оппозиции, то да, конечно. То есть, само собой, то, чем мы занимаемся в данном регионе, это не то, чем хотели бы заниматься, например, власти. Они считают, что эти темы, там, не знаю, демократии, прав человека, тому подобных вещей, они для них с позиции идеологии не верны. Мне кажется, что мы еще не достигли тех размеров, чтобы на нас уже обращали внимание, и мы доставляли достаточно хлопот нашему правительству относительно критики, да, критикуя его. Но мы к нему подбираемся. И, как мне кажется, нам необходимо будет применить множество усилий для того, чтобы очень быстро пройти этот период и стать достаточно большими, чтобы нас уже нельзя было просто так взять и закрыть. How do you see the future of this country? Ой, слушайте, ну вообще есть много вариантов. Много вариантов, если верить, например, приднестровским политикам. Они расписывают очень многое о будущем Приднестровья. Но если мы будем воспринимать Приднестровье с позиции международного сообщества, да, международного поля, то варианта, по сути, два. Вариант номер один — это признание Приднестровья. Вариант номер два — это присоединение к какой-либо стране. Ну, самое вероятное присоединение — это к Молдове. Существование в виде непризнанного региона фактически возможно, но развитие непризнанного региона крайне затруднительно. Okay, and last question. Do we go to the parade on the 2nd of September? Нет. Я не понимаю, почему тратятся деньги на парад. В то время как в республике дефицит бюджета 37%, в то время как у нас здесь растут цены, у нас упал недавно рубль, они девальвировали рубль при определенных обстоятельствах, да. У нас сложности с экономикой, нам очень часто рассказывают о том, что Молдова и Украина устраивают блокаду для Приднестровья, при этом всем тратятся громадные деньги на то, чтобы провести парад, который будет 2 сентября. Могу просто сказать, как анархист, я не понимаю этой милитаристской истерии. Ни в России, ни в Украине, ни в Приднестровье, ни в какой-либо другой стране. Я этого просто не понимаю. Это тотальное желание сделать из граждан солдат. Я этого просто не понимаю, для меня это глупо, и я против этого. Okay. Спасибо большое. Не за что. Тирасполе 7 часов, с новостями Артем Колесниченко. Доброе утро. Вначале коротко о главных темах. Приднестровье отмечает главный государственный праздник. Гостей Приднестровья продолжают задерживать в Кишиневском аэропорту. Далее подробности. Pour les 27 ans de la République, un défilé militaire est prévu sur l'avenue principale. Dès 8 h du matin, les haut-parleurs crachent de la musique militaire à la gloire de la Transnistrie. Tout le quartier est bouclé. Les services de sécurité sont sur les dents, car aujourd'hui, le président de la Transnistrie doit assister aux commémorations. Accompagné d'Igor Smirnov, évidemment. Retransmis en direct à la télévision nationale, toutes les troupes sont passées en revue par les plus hauts gradés du pays. Dans un déluge militariste ultra codifié, la Transnistrie tente de montrer sa puissance dans le plus pur style soviétique. Depuis quelques années maintenant, les blindés ne défilent plus lors des commémorations.
Officiellement, ils détruisaient l'asphalte des rues à chaque passage. Mais d'après certains, c'est surtout une volonté de montrer que la Transnistrie se pacifie. À la place, un groupe de soldats a en effet donné un spectacle un peu plus léger. Un peu. À la fin du défilé, les chargés du protocole me proposent d'assister à la conférence de presse que le président doit donner devant les médias transnistriens. Comme depuis le début de la matinée, je suis bien encadré. Les services de sécurité du protocole ne sont jamais loin et prêts à dégainer si le besoin se fait sentir. Quelques minutes plus tard, c'est un président confiant en l'avenir et heureux de pouvoir fêter une nouvelle fois l'anniversaire de son pays qui s'est présenté devant la presse. Ведь 27 лет было создано наше государство, оно выстояло, победило, имея свою независимость. Разве эти дети рождены для войны? Да нет, конечно. Эти дети рождены для мира и счастья, и светлого неба. И я сделаю все возможное, и от себя, и от своих подчиненных, чтобы эти дети жили, конечно, независимым, признанным государством. Этого все для нас, в принципе, есть. Все рычаги, надо только работать и идти вперед. Поэтому настроение хорошее. Как расценивать действия молдавской стороны в данном вопросе? Я расцениваю это как слабость. Слабость перед Приднестровьем. Когда нет аргументов, включаются вот эти крайние рычаги недопуска, изоляции и так далее. В современных условиях нас нельзя изолировать. Наоборот, недопуск к нам, наших российских коллег, друзей и так далее, только подогревает идею, а почему так происходит? И мы видим реально слабость. Боятся нас, боятся приднестровского народа. Не потому, что мы вооруженные и сильные, нет. Боятся нашего духа и нашего стержня. Мы миролюбивое государство, у нас исключительно оборонительная доктрина. Мы никого никогда не нападали, не собираемся нападать. Мы всегда сможем себя защитить. Спасибо. Les relations entre la Transnistrie et la Moldavie sont encore très tendues. Même si des négociations sont toujours en cours aujourd'hui, la Moldavie est plus que jamais un pays étranger aux yeux de Tiraspol. Le gouvernement moldave souhaiterait donner un statut spécifique à la Transnistrie si celle-ci retournait dans son camp. Mais bien qu'elle prône l'apaisement avec sa voisine, la priorité pour la Transnistrie reste l'indépendance ou l'intégration à la Fédération de Russie. Presque 30 ans après sa création, la Transnistrie continue d'exister avec sa culture et tente, comme elle le peut, de s'ouvrir au monde extérieur. Quel est l'avenir de ce pays ? Rien ne peut nous le dire aujourd'hui. Après la réélection de Vladimir Poutine pour un 4e et normalement dernier mandat, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a demandé à la Russie de retirer ses troupes de Transnistrie. Renforcée par cette demande, la Moldavie tentera-t-elle une nouvelle offensive pour récupérer cette région ? À la tête de la Russie jusqu'en 2024, Poutine décidera-t-il d'officialiser les relations entre les deux pays ? Et même si cela paraît hautement improbable, ici, personne ne doute qu'un jour, le drapeau russe finira par flotter seul dans le ciel du dernier pays des soviets.